Ce que je peux dire sur le four Mill, la définition, là, c'est l'endroit où on pétrit le pain puis on fait cuire le pain. Dans le fond, c'était une déformation du vrai terme. Au début, ça a toujours été la même fonction, à cause qu'on louait la maison d'hiver et on déménageait. C'était une question d'habitation. C'était principalement des cultivateurs qui allaient chercher des sous avec ça. On déménageait à peu près de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. Puis c'était la saison où les gens venaient aussi. De mémoire, les premiers touristes, c'était des gens de Montréal. C'était des anglophones. Après, plus des gens de Québec, puis des francophones. Là, ça monte un petit peu peut-être que les francophones, au début des années 50, ont commencé à avoir des emplois ou des professions qui dégageaient des sous pour être capables de suivre ce mouvement-là. On avait des amis sur la côte, là, des touristes d'été. Le petit gars nous racontait qu'il restait, dans ce temps-là, ça ne me disait rien, autrement à Montréal, puis il y avait 4 téléphones dans la maison. Bien, nous autres, on en avait à moitié d'un. C'était un autre monde, mais on le prenait sur parole, là, ça avait l'air vrai. Il était bien mieux habillé que nous autres. Donc, les parents, le père avocat, par exemple. Ils sortaient des villes, ils s'en venaient en campagne là, pour la santé de leur famille. Ça, c'était un but que le père et la mère avaient pour repartir à l'automne avec un bon repos d'été. C'était agréable de coucher dans un fourmi. Le plaisir de s'en aller là, c'était comme être touriste ou d'arriver dans une nouvelle ville. On arrivait dans une maison qui était plaisante pour nous autres jeunes. Coucher au dernier étage à laquelle c'est de la tôle, puis que tu entends la pluie, tu entends tout le bruit, là. On n'avait pas de commodité, on n'avait pas de grandeur, même si c'était en hauteur, pas de toilette. On avait un avantage, nous autres, on avait un frigidaire naturel. C'est sûr, c'était pas comme dans la maison principale. Ouais. Ici, je crois que ça date des années 25, 1925. Mais dans le portage, vers quelle période? Je pense que c'est la fin 1800, début 1900. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de traces, hein, pas beaucoup de choses debout, là. Ça a été détruit. Il y a des motifs différents, là, mais les quelques-uns qui ont survécu sont restés là comme maison d'habitation ou chalet d'été. Là. Je pense qu'il y a eu une évolution dans la façon de prendre des vacances. Il y a eu l'automobile qui est arrivé en masse et prendre 2 mois de s'installer puis être résident au même endroit pour les vacances, bien, ça l'a changé. Dans les années 50, les années 60 particulièrement, ça s'est accéléré. Il faut dire que quand c'est les premières années, là, la visite arrivait en voiture à cheval. Quand il arrivait, là, il ne partait pas le lendemain matin. Il arrivait pour une journée, il couchait, il restait quelques jours. Je ne sentais pas les gens à course comme aujourd'hui. C'est sûr que l'automobile les a aidés à voyager. Les gens partaient, ils voyageaient, ils restaient un petit bout de temps de place, puis continuaient. Je pense que la structure de travail aussi a changé. C'est les touristes qui venaient ici, en général, c'était des gens aisés de Montréal, en tout cas au début. Et les familles, il y avait plusieurs enfants. Les femmes ne travaillaient pas à l'extérieur, donc c'était la façon de prendre les vacances à cette époque-là. Mais après, le travail a changé. Moi, je pense que les femmes ont intégré le milieu du travail petit à petit avec la Révolution tranquille des années 60. Puis là, je pense que c'était plus du tout là, de la même façon. Les congés, c'était pas 2 mois, là, ça se pouvait pas. T'sais. Le mari voyageait, lui, il allait travailler. Il ne passait pas les 2 mois avec la famille. La madame, il fallait qu'elle ait des services. Beaucoup de cultivateurs fournissaient des légumes, le lait, puis la crème, puis les œufs, tout ce qui était possible, pas simplement à ceux qui louaient la maison d'hiver, à tous les autres. On avait un grand circuit qu'on partait, qu'on allait faire la livraison de ces petits produits-là. Mon père, je ne l'ai jamais vu assis, ni ma mère. Ce que je veux dire par là, des temps morts, c'est rare que j'ai vécu ça chez mes parents. C'est sûr qu'une journée qui pleut, tu t'en vas pas faucher pour faire du foin, mais tu as amplement d'autres choses. Mon père, il était toujours en mouvement, soit de la réparation, de nos souliers, parce que dans les premiers temps, le même soulier était réparé et ressemelé, il était passé à l'autre jeune qui suivait. Les dames, là, juste faire à manger, puis l'entretien, puis le préparer, il faut que tu fasses du linge, ils faisaient du métier. Ils étaient très débrouillards. Avec rien, ils faisaient tout. Oui, il y avait du monde, on était 10 dans la maison. Donc, faire du pain, là, ils faisaient du pain 2-3 fois par semaine, par exemple. Fait que le poêle, ça ne s'éteignait presque pas. Puis au printemps, c'était le jardinage, grand maudit jardin. Après ça, quand ils faisaient de boucherie, ils faisaient des pots. C'est-à-dire, peut-être de la viande en pot, le scellaient, les légumes aussi. Donc, à l'hiver, des petits pots verts, ils étaient frais, là, ils sortaient des pots qui avaient été scellés. Fait que du travail, il y en avait.
Il en manquait pas. Mais c'était toujours en fonction de la reprise de la nature au printemps, parce que là, il fallait être prêt pour aller faire les semences. L'hiver, les femmes, il y avait toujours un métier à tisser qui était monté dans la maison. Puis les couleurs, là, c'était tous des restants de linge là, qui ne faisaient plus à personne, qui étaient toutes découpées en lanières, à laquelle qui étaient tressées pour faire des couleurs de tapis. Là. Ma mère, elle cousait et elle nous faisait du linge. C'est sûr que ça revenait au meilleur marché d'acheter du tissu. Chaque sou était compté à ce temps-là. Je me souviens que mon père, dans les années 30, un bon manteau d'hiver, ça se vendait cher. Puis il le gardait longtemps, ces manteaux-là. Tu voyais des 25 ans sur le dos de la personne. Mon père trouvait que ça prenait quasiment des années de travail pour être capable de changer un morceau de linge. C'était minime comme linge qu'on avait. Et je me souviens que maman faisait ses chapeaux. Et pour les fermières, si elle pouvait en faire un d'un modèle différent qu'elle voyait dans les catalogues, là, elle le présentait aux fermières. C'était des petites affaires lesquelles qui pouvaient faire un gain qui était content. Au fond, une belle récompense d'avoir réussi à le vendre. C'est qu'à chaque année, il y avait une exposition des dames de fermières. Et c'est là qu'ils préparaient une pièce ou deux pour vendre à ce moment-là, à l'exposition de fermières. Ils venaient artistes à faire des choses. Et c'est sûr qu'à force de toujours en faire, ici, c'était la place, si tu veux, la cuisine était dans le fond. Regarde, la cuisine était ici. Tu vois encore les murs de l'époque, là. Tout en arrière, ici, ça s'est modernisé, par exemple. Puis en haut, ça, ici, c'était la chambre des parents. Puis le restant, c'était un dortoir. Puis tu regardes la construction de ça, là, tu sais, c'est du rough, là. Ce que je peux dire aussi de plus, les filles, ils travaillaient souvent comme bonnes chez d'autres anglophones qui avaient leur résidence secondaire, où là, ils vendaient leurs légumes aux villégiateurs anglophones. Et tous ces gens-là parlaient anglais parce qu'ils travaillaient pour les anglophones. C'est comme ça qu'ils ont appris l'anglais. dans les années 60, on a tout balayé en arrière, les coutumes, les antiquités. Les antiquaires se sont mis à repasser la barrette à beurre, les scies, tout ce qui était antique. Et maman, elle s'est mise à vendre ça pour des niaiseries. C'est sûr que la famille, après, les enfants la blombaient, mais elle, c'était alléchant de vendre une chaise 2 piastres. À un moment donné, on s'est débarrassé de tout notre fondement un peu, là. Alors, des fois, c'est pour ça qu'on se pose la question aujourd'hui. On est peut-être un peuple qui oublie ses racines, qui s'en vient sans fondement. La disparition de l'agriculture, à peu près, au portage, c'est simple. Ça a commencé avec l'aéroport. Il y a le vieux chemin du lac, là. Puis après ça, tu as toutes les terres qui sont à l'est. On allait à la Rivière-du-Loup. Ça a été carrément exproprié. Chez nous, la terre au complet, le voisin, le troisième voisin, ils ont fait une piste est-ouest qui est toujours là. Puis ils devaient en faire une nord-sud, mais qui ne s'est jamais faite. Et tous ces cultivateurs-là, il n'y avait plus de quoi à cultiver. Fait que ça a fait disparaître la plupart des cultivateurs. Et là, bon, les gens ont commencé à pratiquer d'autres métiers. Après la 132, là, sur la côte, je pense que la moitié aurait été cultivée, puis le restant, lorsque la vin a passé, tout a fermé. C'était trop dur de voyager avec des chevaux, aller passer par-dessus le viaduc pour aller cultiver de l'autre côté. Là. Mes parents avaient 4 chevaux. C'était mon frère, le dernier, quand il a acheté la terre de mon père, que là, lui, il avait un tracteur. Il aurait pu traverser, sauf que ça n'a pas été profitable.